Bienvenue dans cette émission consacrée à l'histoire politique française. Dans le précédent épisode, nous avions analysé les origines de la droite depuis 1789 en nous basant sur l'hypothèse selon laquelle celle-ci ne pouvait être définie que référentiellement, c'est-à-dire qu'en ne la regardant comme une réaction aux revendications de la gauche. Puis nous étions arrivés à la conclusion que chaque gauche était condamnée à se droitiser à mesure que de nouvelles revendications plus à gauche apparaissaient, en prenant notamment l'exemple du libéralisme qui, anciennement de gauche, s'était peu à peu droitisé avec le temps. Nous avions nuancé cette analyse en expliquant qu'en dépit de l'aspect évolutif et référentiel de la droite, celle-ci avait malgré tout une identité propre et constante qui se déclinait en plusieurs courants de pensée. Ces courants de pensée ont été décrits dans un ouvrage publié en 1954 par l'historien René Raymond qui s'intitule Les droites en France. Dans cet essai, René Raymond identifiait trois familles historiques de la droite française qui se sont succédées au cours du XIXe siècle: la droite orléaniste, la droite bonapartiste et la droite légitimiste. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur cette dernière en essayant de comprendre sa philosophie à l'aune des auteurs qui en ont illustré l'histoire. La droite légitimiste, la première des droites, l'originelle, l'absolue, se retrouve dans la pensée de la contre-révolution, c'est-à-dire celle qui, au moment de se prononcer sur le veto royal, s'est placée à droite du président de séance en 1789, donc en faveur du veto royal. Je disais dans le précédent épisode que la droite était née en réaction à la Révolution. Les réactionnaires sont donc avant tout des opposants politiques aux partisans de tout régime qui ne soit pas celui qui a précédé 1789. Mais ce serait une erreur que de réduire la contre-révolution à un simple positionnement politique. La réaction contre les acquis révolutionnaires, c'est d'abord une réaction contre la philosophie dont découle la révolution, à savoir la philosophie des Lumières. Les Lumières, en tant que courant de pensée du XVIIIe siècle, sont en effet une étape essentielle de la philosophie libérale qui, comme l'expliquait Pierre Manant dans son ouvrage Histoire intellectuelle du libéralisme, avant d'être un projet économique, est surtout une conception de l'homme, et plus précisément une conception de l'individu. De l'individu non pas en tant qu'être particulier, mais de l'individu en tant que représentant de l'universalité de l'espèce humaine. Et ce principe d'universalité considère que, par sa raison, l'homme peut accéder à la vérité, et notamment prétendre à son dû universel, les droits naturels. Les droits naturels, qui sont donc les parents plus ou moins directs des droits de l'homme, partent d'un principe simple. S'il y a une nature humaine, et donc que l'homme avec un grand H existe, alors il existerait des droits inhérents à chaque individu, du fait de son appartenance à l'espèce humaine. Le philosophe John Locke, par exemple, dans son traité de gouvernement civil, explique que la liberté et le droit à la jouissance de ses biens constituent des droits naturels. Or, le propre de la droite contre-révolutionnaire, c'est d'abord son anti-universalisme, c'est-à-dire son rejet du principe des droits naturels. Et l'un des grands représentants de cette droite est le français Joseph de Maistre, un penseur mais aussi un homme politique ayant beaucoup écrit contre la Révolution française. Dans ses considérations sur la France publiées en 1796, il écrit ceci: « Il n'y a point d'homme dans le monde, j'ai vu dans ma vie des Français, des Italiens, des Russes, je sais même grâce à Montesquieu qu'on peut être persan. Mais quant à l'homme, je déclare ne l'avoir rencontré de ma vie, s'il existe, c'est bien à mon insu. » Selon de Maistre, la Révolution française a usurpé la souveraineté de Dieu, c'est pourquoi il établit parallèlement une philosophie de l'histoire, c'est-à-dire une conception sur le devenir historique des sociétés humaines qui est en rupture avec le rationalisme des Lumières et qui se baserait donc non pas sur les idées abstraites que constituent selon lui les droits naturels et la philosophie de John Locke, mais au contraire sur l'expérience sensible et surtout historique, à savoir la tradition. Un autre penseur clé de cette droite originelle est l'essayiste et penseur français Louis de Bonald, qui appartient également à la famille des théocrates, c'est-à-dire à ceux qui pensent que la souveraineté de Dieu prime sur la souveraineté du peuple, et tout comme Maistre, il considère qu'il y a une nécessité d'organicisme, c'est-à-dire une nécessité que l'homme se soumette à l'ordre social qui le définit. Cette théorie, il la développe notamment dans son essai Théorie du pouvoir politique et religieux, publié en 1796, et selon cette théorie, ce ne serait pas l'homme qui précéderait la société, comme l'affirment les théoriciens contractualistes, à l'image de John Locke, Rousseau ou encore Thomas Hobbes, mais bien la société qui précède l'homme. Et parce que l'individu ne pourrait exister antérieurement à la société, il ne pourrait par conséquent pas exister non plus indépendamment de la société. Bonald ne s'oppose donc pas en revanche au concept de droit naturel, mais il le renverse au profit d'un ordre naturel, d'une hiérarchie naturellement porteuse d'inégalités auquel l'homme devrait se soumettre, précisément parce que cette société est le fruit de la volonté divine. Et si elle est le fruit de la volonté divine, elle est naturellement capable de garantir l'ordre. Car dans la théorie organiciste, l'individu n'est pas considéré comme un être naturellement détenteur de droits, mais comme un être qui ne peut être compris qu'en étant analysé dans son rapport à l'organisation sociale. Autrement dit,
Vous n'êtes dans cette perspective pas un membre de l'espèce humaine qui peut prétendre à certains droits, du fait de cette appartenance à l'humanité, mais plutôt un composant de l'organisation sociale qui se définit par son placement dans la hiérarchie. Et cette hiérarchie est composée de plusieurs institutions qui vont définir votre rôle et vos devoirs envers le corps social. Et parmi ces institutions, on pourrait évoquer l'Église ou encore la famille, par exemple. La défense de la société contre l'individu, de la religion contre les droits de l'homme, de l'expérience sensible contre la raison abstraite et la soumission de l'homme à la nature, qui découle donc de la volonté divine, c'est l'agenda politique des contre-révolutionnaires et de cette droite qui deviendra ensuite la droite légitimiste. Mais revenons un peu aux événements politiques. En juin 1814, lorsque l'héritier du trône Louis XVIII proclame une charte tentant d'établir un compromis avec les acquis révolutionnaires, en octroyant notamment certaines libertés comme la liberté de la presse ou la liberté de culte, la droite contre-révolutionnaire, incarnée par des personnalités comme Mestre et Bonald, s'y oppose. Quelques mois plus tard, les élections législatives d'août 1815 donnent alors une majorité écrasante aux ultra-royalistes, ceux qui sont plus royalistes que le roi, et l'accusent de centrisme en ayant établi une monarchie limitée. Ces derniers vont même jusqu'à proposer l'abaissement du cens électoral, voire le suffrage universel, car rappelons-le, la charte avait établi le suffrage censitaire, c'est-à-dire un droit de vote réservé aux plus aisés. Et cette volonté de rétablir le suffrage universel par les contre-révolutionnaires, elle est dans une optique de trouver le soutien des campagnes et des masses paysannes qui généralement étaient plus conservatrices que la bourgeoisie. C'est le début de la Restauration, et par la suite, le règne de Charles X, de 1824 à 1830, incarnera l'apogée politique du projet contre-révolutionnaire. La loi sur le sacrilège du 20 avril 1825 prévoit par exemple la condamnation à mort de toute personne ayant profané des hosties, le catholicisme est remis au centre de la société, et l'Ancien Régime est glorifié. Mais la durcification du régime, avec l'avènement du prince de Polignac et la proclamation des ordonnances de Saint-Cloud en juillet 1830, aboutissent à une victoire des libéraux et à la proclamation de la monarchie de juillet. Les ultra-royalistes basculent alors dans l'opposition en devenant le parti des légitimistes, qui souhaitent donc le retour de la branche des Bourbons. C'est la première et la dernière fois, au XIXe siècle en tout cas, que cette droite a connu une telle hégémonie politique, et sa seule présence au pouvoir sera liée par la suite au jeu des alliances avec les monarchistes modérés, notamment sous le Parti de l'Ordre entre 1848 et 1852, avant de mourir politiquement après l'amendement Wallon en 1875, ayant tué tout espoir de restauration politique. Si vous souhaitez en savoir plus sur la philosophie contre-révolutionnaire, je vous renvoie à l'excellent ouvrage de Jean Tullard, La contre-révolution, origine, histoire, postérité. Dans le prochain épisode, nous nous intéresserons à la deuxième droite, la droite orléaniste, également appelée droite libérale. N'hésitez pas à partager ce podcast pour le référencement, vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux ou consulter la version écrite de mes décryptages sur politophile.com.